moins grande intensité. Les personnes qui sont le plus à risque, évidemment, c'est les personnes qui souffrent déjà de maladies cardiaques ou de maladies respiratoires. Dans ce groupe de personnes-là, évidemment, on va trouver les personnes âgées, par exemple. On va aussi retrouver d'autres personnes qui sont le plus à risque, les enfants. Les enfants qui sont beaucoup plus actifs que des adultes, qui ont aussi un rythme respiratoire beaucoup plus rapide, donc ils inhalent plus d'air, donc plus de polluants atmosphériques. Alors ceux-là aussi sont affectés. Le smog peut causer des problèmes pendant la grossesse, affecter la croissance, le développement des fœtus, aussi affecter le développement du système respiratoire chez les nouveau-nés. Quand il y a un avertissement de smog ou un avis de smog en vigueur, bien sûr, on peut faire plusieurs choses. La meilleure chose, si possible, est le télétravail. Si on est capable de travailler chez lui, c'est le meilleur. Si on peut... Ça c'est une autre chose, OK? Si on a une tondeuse qui utilise l'essence, coupe pas le gazon et attendre la fin de l'épisode de smog. S'il faut utiliser l'auto, essayez de faire les choses en séquence pour minimiser l'usage d'automobiles, toutes sortes de choses. S'il fait chaud, mettre le climatiseur, la température dans la maison un peu plus haut, utiliser un peu moins le climatiseur. Pendant les périodes de smog, c'est préférable de ralentir ses activités pour diminuer l'exposition. Premièrement, si on connaît, de vérifier la qualité de l'air, c'est-à-dire s'il y a des alertes au smog, les personnes qui font des activités physiques devraient ou bien éviter de faire ces activités physiques ou réduire leur activité physique pendant l'après-midi, par exemple, parce que c'est là où les périodes de smog, le smog est le plus important. On pourrait suggérer de faire de l'exercice à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Éviter de faire des activités physiques dans les zones où le trafic est très important. Pour les personnes qui sont affectées déjà par des maladies cardiaques ou respiratoires, ce serait conseillé de consulter un médecin pour essayer de trouver des mesures pour contrer les effets du smog. Pendant que les habitants du continent nord-américain doivent s'adapter aux nouvelles conditions de l'air, d'autres peuples de partout dans le monde doivent faire face à d'énormes défis. C'est le cas, entre autres, des civilisations qui vivent près des glaciers alpins. Ces hommes, femmes et enfants doivent faire face à des problèmes où l'enjeu est leur propre survie. Les glaciers alpins, c'est très important parce que ça a des impacts pour les régions qui subsistent des fonds des glaciers alpins pour leurs besoins de survie. Alors, s'il n'y a plus de glaciers alpins, alors j'ai plus d'eau. Et alors, ça apporte un stress, un impact énorme. Et ceci se fait ressentir déjà aujourd'hui, un peu partout au monde, où ce que les calottes glaciaires diminuent de masse à chaque année. D'ailleurs, un bon exemple, c'est le mont Kilimanjaro, où on a vu une perte quasi totale de sa masse, qui a eu des répercussions énormes. Plus qu'on réchauffe le sol, plus que le sol va évaporer son eau. Donc ça affecte l'agriculture, la subsistance, surtout pour les pays en voie de développement qui dépendent finalement des précipitations. S'il y a des changements dans les patrons des précipitations, alors ça va affecter leur subsistance. Et si on met un stress de plus sur leur subsistance, alors on peut voir plusieurs effets néfastes, tels que la malnutrition, des problèmes diarrhéales. On peut voir aussi, comme j'ai mentionné, d'énormes migrations vers des terres plus propices. Ces exemples-ci, ça se voit un peu partout au monde. Plusieurs études ont démontré ça dans tous les secteurs, sur tous les continents. Finalement, il y a eu des impacts liés au réchauffement planétaire actuel. La problématique, c'est que le réchauffement s'accentue. Plus on émet de dioxyde de carbone dans l'air, plus le réchauffement prend
de l'accélération. Et alors là, le stress devient encore plus important. La rapidité du réchauffement elle-même n'a pas été vue depuis plusieurs centaines, sinon des milliers d'années. Et c'est ça qui apporte le stress sur le système. Et donc, il y a toute une série de rétroactions qui agissent à l'intérieur du système climatique qui est complexe. Alors, si on augmente les gaz à effet de serre, ça se traduit par une augmentation des températures. Une augmentation des températures, finalement, vont faire fondre les neiges et les glaces, qui, eux, vont à leur tour faire augmenter le niveau marin. Les augmentations du niveau marin, ça va apporter des impacts, surtout pour les régions côtières, les États des petites îles, finalement tout terrain qui est très près du niveau marin. Et ceci représente surtout pour certains pays, même aux États-Unis, dans la région de la Floride, peut apporter des coûts énormes. Je demeure optimiste que dans l'ingéniosité des humains, on a su s'adapter à toutes sortes de catastrophes et de phénomènes dans le passé. Et je crois qu'avec ce problème ici, du réchauffement planétaire, absolument, je demeure optimiste qu'on va trouver une solution. À l'approche de l'hiver, beaucoup de gens utilisent le poêle à bois comme chauffage d'appoint afin d'économiser sur leur facture d'électricité. Cependant, les gaz qu'ils émettent sont nocifs pour l'environnement. Mais heureusement, les producteurs en sont conscients et travaillent à améliorer leur efficacité. Dans les foyers et les poêles, maintenant, ce qui a surtout changé, c'est le système qu'on essaie, qui n'est pas encore en vigueur au Québec, là, mais même dans la plupart des États américains, c'est le système EPA. C'est une norme américaine, mais ce que ça fait, c'est qu'il faut que le poêle dégage moins de particules de pollution dans l'atmosphère. Donc, la norme EPA dit qu'un poêle ne peut pas dégager plus que 8 particules de pollution par heure dans l'atmosphère. C'est une diminution appréciable quand on les compare à leurs ancêtres qui rejetaient dans l'air jusqu'à 16 fois plus de particules. C'est aussi un pas dans la bonne direction pour les régions urbaines qui connaissent de nombreux épisodes de smog, même en hiver. Le pire épisode de smog dans l'histoire de Montréal était en février 2005. Et on a eu un avertissement de smog en vigueur pendant 9 jours. C'est parce que l'atmosphère était très stable. Il faisait beau. La température, c'était le début de février, la température des -4, -5. Il faisait très beau. Mais toutes les émissions de transport, de chauffage à bois étaient trappées dans la grande région de Montréal. Quelles sont donc les caractéristiques de ces poêles? Et surtout, comment reconnaît-on leur efficacité? Ils appellent ça une combustion secondaire, c'est-à-dire que normalement, un poêle à combustion lente, on ouvre l'entrée d'air pour lui donner de l'oxygène pour qu'il brûle plus vite. Puis on dit un poêle à combustion lente, on ferme les manettes, parce que c'était déjà, on fermait les manettes ou les trappes d'air pour couper l'oxygène dans le poêle puis le faire chauffer plus modérément. Mais quand on faisait ça déjà, le poêle il étouffait, comme si on se ferme la bouche et on se bloque le nez. On manquait d'air à un moment donné, mais le poêle à bois, c'était la même chose. À un moment donné, quand il avait fini de brûler son oxygène, mais là, il brûlait tout. Il faisait du carbone, puis